Bonjour à nouveau. Oui, cette intervention, je ne voulais pas la faire. Je ne voulais pas mobiliser le podium. J'ai pensé à beaucoup d'éminents collègues qui se sont tous dégonflés les uns après les autres. Je ne les citerai pas tous. Donc je pensais surtout à Adrian Forty, qui était d'accord sur le fond, mais qui s'est trouvé, qui a utilisé un prétexte linguistique pour dire qu'il ne comprendrait pas assez bien les questions et que donc il préférait ne pas venir. Donc je voulais parler aujourd'hui de l'histoire de l'architecture, un champ qui a été profondément transformé depuis une trentaine ou une quarantaine d'années dans ses objets comme dans ses méthodes. Je voudrais très rapidement, au risque de la caricature, dégager quelques-uns des traits remarquables de la production récente et esquisser quelques tendances qui apparaissent à la lecture des livres et des périodiques. Alors, premièrement, une expansion quantitative considérable. Elle remplit les rayons des bibliothèques comme celle de Columbia. On pourrait, de ce point de vue, parler d'un changement de magnitude en considérant la production des 30 dernières années. Elle a résulté, en tout premier lieu, de la multiplication des programmes gradués et doctoraux sur tous les continents, dès lors que la rédaction d'une thèse est devenue une exigence presque globale pour la carrière des enseignants des écoles d'architecture, et que donc les bataillons des historiens de l'architecture ont rejoint ceux des historiens de l'art qui les avaient précédés. Cette croissance en amont, je dirais, niveau universitaire, a été renforcée en aval par la demande intense de production historique liée à l'essor des politiques patrimoniales. Outre les formes convenues de la production scientifique, les livres notamment, le nombre sans cesse croissant des expositions historiques accompagnées de catalogues savants a constitué non seulement un débouché pour la recherche, mettant à jour des travaux demeurés dans une certaine obscurité confidentielle, mais aussi une modalité déterminante de la recherche. Les expositions sont devenues un lieu de production aussi fécond que les laboratoires des écoles, et les deux se nourrissant d'ailleurs. Il est difficile de rassembler des éléments quantitatifs incontestables rendant compte de ce foisonnement dont les programmes des rencontres de la Society of Architectural Historians aux États-Unis ou de ce réseau au nom imprononçable, EAHN en Europe, et parfois même ailleurs, puisqu'il a siégé au Brésil, dont ces programmes donnent des idées. Et ce, d'autant qu'une partie croissante de la production est effectuée et publiée dans des langues non européennes. L'essor des formations avancées ne connaît en effet plus de frontières. On voit que la mise en œuvre du dispositif de Bologne, par exemple, a fait du doctorat un instrument de mesure des compétences dans tous les pays de l'Union européenne et ceux qui les ont imités. Pionnier en Asie, comme l'a montré Benoît Jacquet, le Japon est aujourd'hui entouré de pays où la recherche se développe rapidement, ce qui est aussi le cas en Amérique latine et en Afrique du Nord. À l'intérieur de cette ample production, des transformations thématiques significatives sont intervenues. Il est possible de relever, par exemple, une forte inflation des travaux portant sur la période contemporaine, sur le moderne et le contemporain. Beaucoup d'historiens ont glissé, si je puis dire, vers le XXe siècle. Je citerai Nicholas Adams, Barry Bergdoll, qui était initialement un spécialiste du XIXe siècle, qu'il a en partie oublié. Du côté américain, je citerai Werner Oechslin, en Suisse, initialement centré sur la Renaissance et sur le baroque, qui s'est engagé dans des analyses sur la modernité. Peu de déplacements inverses, curieusement. Roberto Gargiani est ainsi passé du poteau en béton à la colonne, mais il est bien seul. Et les auteurs capables d'avoir une même pertinence empirique et théorique à propos du contemporain et des périodes lointaines, à l'image de mon regretté maître Manfredo Tafuri, ne sont pas légion. Les genres ou les registres du récit historique sont pour une part restés identiques aux précédents, des monographies sur les architectes ou les édifices aux recueils sur les mouvements architecturaux. La multiplication de ces travaux a permis de découvrir, à côté des protagonistes et des projets consacrés par les grands récits, une multitude de seconds rôles et ainsi de mieux comprendre l'histoire du champ architectural dans son ensemble, et pas seulement celle de ses héros. Dans le même temps, une conséquence de ce en quoi Jean-François Lyotard voyait la marque de la condition postmoderne, pas du style postmoderne, à savoir la fin des méta-récits, s'est manifestée au travers de ce que j'appellerais la réticence, peut-être l'incapacité pratique des historiens à élaborer des ouvrages transversaux ou de synthèse. Celui que j'ai publié chez Phaidon sur le XXe siècle était sans doute le premier depuis
Modern Architecture, A Critical History de Frampton et Modern Architecture Since 1900 de Curtis, parus respectivement en 80 et 82, plus de 30 ans avant. Parmi les ouvrages transversaux, il y en a peu, se distinguent justement Words and Buildings d'Ariane Forti et parmi ceux encyclopédiques, sans doute le Dictionnaire de l'architecture du XXe siècle de Carlo Olmo. L'entreprise quelque peu dérisoire de l'actualisation permanente de The History of Architecture on the Comparative Method de Bannister Fletcher, publiée en 1896 et sans cesse transformée, se poursuit cependant sans aucun état d'âme. Dans ce registre aussi des tentatives encyclopédiques, l'apparition d'ouvrages en tenant compte de manière égalitaire des histoires nationales est à noter. Marc Yarjambek a publié avec Vikram Prakash et Francis Ching une histoire globale de l'architecture en 2006, tandis que Richard Ingersoll a en quelque sorte, autre exemple de réécriture, globalisé en 2012 le livre de Spiro Kostof, A History of Architecture, Settings and Rituals, rebaptisé World Architecture, A Cross-Cultural History. Ces ouvrages sont autant, et c'est important ici, l'expression d'une production plus diverse et dilatée géographiquement, la production de la recherche, que l'expression d'une demande pédagogique et je dirais presque politique, puisque dans les recommandations de l'organisme qui contrôle et qui évalue et qui valide les diplômes des écoles nord-américaines, les cours d'histoire doivent être désormais tous globaux. Les genres les plus convenus se sont profondément transformés. Ainsi en va-t-il des biographies renouvelées par la lecture des correspondances, l'analyse des voyages, des amitiés et des dimensions plus intimes. Les maîtres, si je puis dire, sont désormais mieux connus dans leur histoire personnelle, leurs voyages, leur psychologie, leurs fractures, leurs emprunts, mais aussi dans le grain subtil de leur œuvre, qu'il s'agisse de Palladio, Ledoux, Schinkel, Zemper, entre la Renaissance et le XIXe siècle, ou chez les modernes, de Wright, de Mies, de Le Corbusier, de Gropius, Mendelssohn, Neutra ou Alto. Des filiations cachées sont mises à jour et des dimensions ignorées sont révélées. Ainsi, les lectures, l'analyse des lectures de la bibliothèque, des 2000 volumes de Mies, qui était considéré comme un analphabète très longtemps, la découverte de sa bibliothèque permet de voir en lui un authentique, quoique mutique, penseur de la technique, tandis que la fécondation du rapport de Le Corbusier à l'antique se révèle, par exemple. Quant à Gropius, la mise à jour de son incapacité graphique, il avait, on le sait, demandé à sa maman de payer un dessinateur pour faire son diplôme. Son incapacité graphique ne met pas en cause pour autant son rôle d'idéologue et de manager. Sur d'autres scènes, je pense au Brésil, la complexité des rapports entre Niemeyer et Costa apparaît. Et au Japon, le raffinement des réflexions sur la monumentalité de Tange a été démontré. Je pense à Benoît Jacquet ici. Je n'oublie pas par ailleurs qu'une littérature biographique, et c'est un débouché de la recherche, parfois destinée au grand public, s'est développée en parallèle, faisant écho aux destins les plus romanesques. Me viennent à l'esprit, par exemple, des biopics comme Ragtime de Dr. Hoff sur Stanford White, personnage extrêmement romanesque, The Devil in the White City d'Eric Larson sur Daniel Burnham, et parmi les pièces de théâtre, La Géométrie des miracles, le remarquable spectacle de Robert Lepage. Il y a quelques Québécois, en tout cas Québécois d'importation dans la salle, et je leur fais ainsi un clin d'œil. La Géométrie des miracles de Lepage sur Frank Lloyd Wright. Quant aux vies les plus romanesques dans ce pays, comme celle de Fernand Pouillon, elles ont inspiré beaucoup d'enquêtes qui s'ajoutent à ses propres mémoires, sans doute le livre d'architecture le mieux vendu en France. Le découpage ou la périodisation de l'architecture a aussi été repensé. Ainsi, des césures comme celle de la Renaissance ont-elles été relativisées. La persistance du gothique et la précocité de certains signes avant-coureurs suggérant plus l'image d'une transition lente que celle d'une rupture brutale. Au XXe siècle, des césures comme celle opérée par ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement moderne, un terme que j'interdis à mes étudiants d'utiliser, apparaissent moins radicales, tandis que des taches blanches, comme celle de la Seconde Guerre mondiale, prennent de la couleur, souvent la couleur noire. Dans l'enchaînement conflictuel des mouvements, les traditionnalismes du XXe siècle ont été reconsidérés et en viennent à être pensés comme des composantes mêmes de la modernité. Dans le même temps, les généalogies inscrivant celle-ci, la modernité, dans la continuité du rationalisme structurel du XIXe siècle, de Viollet-le-Duc à Zemper,
sont en quelque sorte débordés par la construction de parallèles entre l'architecture des Lumières et les modernes. Et ceci a été une démarche déjà des années 70, en écho au von Ledoux bis Le Corbusier d'Emile Kaufmann, qui a été relu alors. Un faisceau de recherche s'attache aussi à ce que j'appellerais le retour des refoulés, les notions qui avaient été expurgées des récits sur l'architecture moderne. J'en évoquerai trois. La première notion est celle de style, discréditée à la fois par la critique qu'en ont fait les théoriciens radicaux, de Viollet-le-Duc à Perret, et par son utilisation dans le discours de propagande, le style dit international, du Museum of Modern Art. La relecture et les traductions de Zemper ont rendu à cette notion, à ce concept, pourrait-on dire, sa productivité. Deuxième notion refoulée, celle d'ornement, qui n'a cessé d'être accolé au crime, comme le suggérait Adolphe Loos dans son texte paradigmatique, et très tôt traduit en français d'ailleurs, pratiquement au moment de sa publication à Vienne, notion qui a ensuite été à la fois mise en question et remise en selle par Werner Husslin, Oleg Grabar, Giovanni Fanelli ou Antoine Picon, qui s'interroge plus sur l'ornemental d'ailleurs que sur l'ornement. Enfin, la troisième notion refoulée et réapparaissante est celle de monument. Ici, un projet de cathédrale des temps modernes de Cannes de 1944, notion redécouverte pendant la guerre et qui a été discutée par beaucoup de chercheurs. Les architectes ne sont pas, il faut le dire aussi, fermement, les seuls objets de l'histoire de l'architecture. L'histoire de l'architecture, elle s'est intéressée, on l'a entendu ce matin dans l'exposé de Monique, à l'habitation, à la construction de généalogies alternatives à celles des livres d'histoire de l'architecture moderne et des livres d'histoire qui avaient privilégié la ville et les monuments sur l'habitation. Les villes elles-mêmes, les nations, les territoires et leurs échanges ont pris depuis les années 70 une place plus grande dans ces récits. Les enquêtes sur les scènes urbaines, saisies à un moment précis de leur transformation, n'ont pas manqué et n'ont pas toujours été le fait des historiens de l'architecture. Il suffit de penser à l'extraordinaire fin de siècle, Vienna, de Karl Schorsky, ou au New York délire du jeune architecte qu'était en 1978 Rem Koolhaas, et dont la fantaisie interprétative a stimulé nombre de travaux empreints, hélas, de la gravité qu'il a toujours refusée. Viennent aussi à l'esprit nombre de travaux portant sur l'architecture et la forme urbaine de Los Angeles, Chicago, Rome, Tokyo ou Berlin. Les scènes nationales, de la Turquie au Brésil, de la Finlande à l'Argentine, ont été analysées localement et ailleurs, à distance, dans leur autonomie et leur hétéronomie. Inauguré par le beau livre de Jacques Gubler sur la Suisse, la réflexion sur la dialectique en 1976, si je ne m'abuse, la réflexion sur la dialectique entre nationalisme et internationalisme a été poursuivie dans une série de cas. Le récit dominant opposant les tentatives universalisantes aux résistances locales, un récit qui a depuis été miné. Les enjeux nationaux ont ainsi été repensés à l'occasion de l'étude de deux dispositifs. Le premier est celui des situations coloniales, dont la constitution et l'évolution, s'accompagnant souvent de pratiques expérimentales, ont été analysées, de l'Afrique du Nord française ou italienne à l'Indonésie sous la férule britannique. Dans le même temps, les politiques antérieures, comme celle de la Grande-Bretagne en Inde, ont été pensées dans leur temps fort, et je pense ici au très beau livre de Mark Crinson, Empire Building, Victorian Architecture and Orientalism, publié il y a une dizaine d'années. Les figures transnationales des relations ou des interférences commencent également à prendre du relief dans le récit d'ensemble et à gauchir, si je puis dire, à vriller le récit d'ensemble. Celles qui se nouent au sein des empires du XXe siècle, tel celui de la Russie stalinienne, ont fait l'objet d'enquêtes nouvelles. Celles qui se déploient autour de l'exportation de l'architecture et de l'urbanisme du Deuxième Monde, par exemple, des démarches polonaises ou yougoslaves, sont aussi désormais étudiées à l'initiative de gens comme Akos Morawiecki à Zurich ou Lukasz Stanek. Les multiples formes prises par l'hégémonie américaine en Amérique latine, en Asie, en Europe ont été étudiées dans le livre de Jeffrey Cody, Exporting American Architecture, mais aussi dans des analyses comme celle de Murray Fraser sur l'Angleterre, de Hans Sibling sur les Pays-Bas, de Caroline Magnac sur la France. Les liaisons bilatérales plus étroites n'étant pas pour autant négligées dans leur dimension spéculaire, réciproque, telle celle établie entre France et Allemagne, France et Angleterre ou France et Italie.
Parmi les personnages historiques enfin considérés, et c'est à nouveau ce décentrement vis-à-vis de la figure sanctifiée de l'architecte qui est en question, figurent les industriels, les hommes d'État, les bureaucrates engagés dans la commande architecturale. Du côté des entrepreneurs, les programmes de Batia en Tchécoslovaquie et dans le monde, d'Adriano Olivetti, ceux d'IBM ont été scrutés. En France, Henri Sellier, Raoul Dautry, Eugène Claudius Petit ont fixé l'attention d'historiens comme Marie-Jeanne Dumont, Ginette Bati-Torniquian, Rémy Baudouy, Benoît Pouvreau. Une vision moins mécanique des rapports entre politique et architecture s'est ainsi fait jour. Et je pense à de très beaux livres comme celui de Christian Freigang, malheureusement pas traduit, sur les liens entre Perret et les nationalistes français, la droite catholique avant 14, très étonnant. Je pense aussi aux nouvelles analyses sur les interventions architecturales de Mussolini, dont Paolo Nicoloso, chercheur à Trieste, a établi la chronique étonnante en analysant les 453 fois lors desquelles Mussolini a reçu des architectes dans son bureau à partir d'archives que personne n'avait regardées, qui étaient celles du secrétariat personnel de Mussolini. Ceci pour dire que la recherche historique, ce n'est pas qu'affaire de temps passé dans les archives, c'est d'abord affaire d'imagination pour savoir où elles sont. La contribution des ingénieurs, non seulement à l'essor des techniques, mais aussi à l'organisation du travail et à la réticulation du territoire par les infrastructures, a été étudiée. Des stratégies de l'âge des Lumières, auxquelles Antoine Picon, ici présent, a consacré ses premières recherches, aux contemporains, sans lesquels nombre de projets auraient été impensables, tels Peter Rice, Choucroff, Henbick, Freycinet, Nervi, Léonard, Esquillan. De nouvelles interrogations ont aussi été commandées par les préoccupations changeantes de la pratique. L'injonction de la durabilité a conduit à explorer la généalogie des stratégies économes en énergie, tandis qu'une sorte d'archéologie du numérique a été entreprise de façon diffuse ou à l'occasion plus structurée. Je ne sais plus où elle est, mon archéologie du numérique, ici, dans le cas des expositions du Centre canadien d'architecture. La résistance des édifices aux outrages du temps est au centre d'autres travaux qui ne les fichent pas dans leur fraîcheur inaugurale. Je pense au livre de David Leatherbarrow et Mohsen Mostafavi, On Weathering, alors que la relation entre les temporalités du projet et celle du chantier, un autre enjeu très, très, très fort aujourd'hui, est ce qui fonde la réflexion de Marvin Trachtenberg dans Building in Time, livre dans lequel il relate la longue genèse des grandes entreprises de la Renaissance, en critiquant le modèle albertien qui différencie le projet établi à un moment donné, le bâtiment qui en est le prolongement direct dans un chantier de brève durée, pour, au contraire, s'intéresser au long cycle d'édification et de conception de ces bâtiments. Dans la veine épaisse des recherches portant sur les projets d'architecture et les édifices, le regard s'est modifié. Si les démarches de projet ont été analysées de différentes manières, j'y reviendrai sans doute, la réception, la représentation et la communication de l'architecture sont devenus des champs de recherche tellement fréquentés qu'il semblerait parfois que les édifices ne soient plus guère qu'une manifestation matérielle obsolète et quelque peu embarrassante, alors que l'histoire s'intéresse à leur dissémination. L'esthétique de la réception de Hans Robert Jauss a trouvé des adeptes et plusieurs ouvrages importants, bâtis ou imprimés, ont fait l'objet d'enquêtes détaillées dans cette perspective. Je pense au travail de Raphaël Labruni, une thèse très intéressante qui a montré comment l'orphelinat d'Aldo van Eyck avait été plus compris au travers des fausses lectures qui en avaient été faites qu'à partir du bâtiment lui-même. Je pense au travail de Valérie Didlon sur l'impact de Learning from Las Vegas. À la suite de Béatrice Colomina, l'architecture en est venue à être considérée en tant que telle comme mass médium, quand le livre n'était pas considéré comme prolongement direct du projet architectural, à l'image de ceux de Le Corbusier qui ont été disséqués par Catherine Desmet dans son excellent Vers une architecture du livre. Les expositions et les installations ont été considérées comme des projets autonomes et non seulement comme des opérations transparentes par rapport aux œuvres présentées. De l'exposition coloniale de 1931, analysée par Pat Morton, à la Triennale de Milan de 68, triennale qui restera dans les annales comme la plus courte de l'histoire. Elle a duré exactement 3 heures entre son ouverture et sa fermeture, sous la pression des manifestants. Donc, elle fut étudiée par Paolina Nicolin dans un très joli petit livre. La Biennale de Venise de 80
déconstruite par Léa Catherine Schatzka. Ainsi, une histoire parallèle de l'architecture dans ses manifestations publiques apparaît. Médium à l'intérieur des médias tels que les expositions ou l'édition, la photographie d'architecture apparaît désormais dans toute sa diversité. Si la mission héliographique de 1851 a été largement étudiée, l'importance de la photographie chez Richardson, Frank Lloyd Wright ou le jeune Le Corbusier est une découverte récente. La photographie non pas comme représentation, mais comme moyen de formation, d'observation, de constitution de leur personnalité d'architecte. Surtout, l'interaction entre photographe et architecte prend du relief au travers de l'analyse des liens entre Mies van der Rohe, Erich Mendelsohn et Arthur Koester, photographe de Berlin, des liens entre Le Corbusier, Lucien Hervé et René Bury, des liens très étranges, très prescriptifs entre Neutra et Julius Schulman, entre les injonctions parfois rigides des premiers, des architectes, et le regard des seconds, se sont formées des images aussi séduisantes que trompeuses, longtemps les seules à être diffusées. Cette autre médiation qu'est l'enseignement a aussi capté l'attention des chercheurs. Il faudrait garder ça à l'esprit alors que dans ce pays, encore une fois, l'amnésie est une sorte de sport national. Si les années 70 avaient vu coïncider la redécouverte de l'école des beaux-arts à New York et les débuts d'une recherche rigoureuse sur le ou les Bauhaus, les enquêtes se sont multipliées sur des écoles comme l'Illinois Institute of Technology de Mies, l'Architectural Association sous la conduite d'Alvin Boyarsky ou l'Institut universitaire d'architecture de Venise d'Aldo Rossi et Tafuri. Elles commencent sur des écoles comme les Frutemas d'Alexander Rodchenko. L'enseignement de l'histoire n'échappe pas à ce regard. Ces modèles, ces méthodes et ces formes discursives sont interrogés dans le même temps que des entreprises historiographiques convergentes ont déconstruit le propos d'historiens comme Nikolaus Pevsner, Siegfried Giedion ou Bruno Zevi. Tourniquet-Otis et Widler, et avec eux des douzaines de chercheurs, ont mis en évidence les biais et les apories des récits canoniques sur la modernité. À ce point, il devient nécessaire sans doute d'évoquer la transformation des problématiques historiennes dans le champ de l'architecture. Discipline née au croisement des récits de légitimation des professionnels, qui existent depuis Vitruve, et de l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture est longtemps restée figée dans son isolement provincial, et sans doute peut-être encore. L'appropriation des nouvelles méthodes de l'histoire ou des méthodes de ce que l'on a appelé la nouvelle histoire l'ont transformée. La démarche de la micro-histoire, consistant à voir dans un objet ténu les effets de phénomènes plus vastes et généraux, l'attention à la longue durée dans la transformation d'un tissu, d'une ville, d'une idée, l'analyse des modes de production et des représentations conduit à une grande diversité d'approches. Si les problématiques de l'histoire sociale et de l'histoire intellectuelle ont été mises en œuvre avec pertinence, la théorie littéraire semble aussi ouvrir de nouvelles ressources pour l'interprétation des œuvres et de leur formation. Et je voudrais insister sur ce point. Le recours à la méthode génétique, par exemple, telle qu'utilisée par Pierre-Marc de Biasy pour les textes, ou l'institution en objet théorique d'éléments constructifs, la colonne, le mur, selon les schèmes proposés par Hubert Damisch, ont été féconds. Mais je voudrais insister surtout sur la problématique originale et rigoureuse de Bruno Reichlin, en vous renvoyant un numéro d'ailleurs des cahiers de la recherche architecturale sur ce thème. Reichlin, après avoir utilisé les catégories de la rhétorique, ce que l'on voit ici, pour analyser des figures des œuvres de Le Corbusier ou de Luigi Moretti, a transposé avec une grande ingéniosité, grande rigueur, grande imagination la notion d'intertextualité dans l'architecture. À mon avis, c'est une des pistes les plus fécondes aujourd'hui. Je me suis gardé jusqu'ici d'évoquer les effets de la révolution numérique sur la recherche historique. Ils sont loin d'être négligeables, du traitement quantitatif des données statistiques à l'analyse des structures et à la construction de représentations hypothétiques en 3 dimensions des projets. Outre l'accès transformé aux sources d'archives ou imprimées, ils permettent de modéliser les processus de projet et contribuent donc à une meilleure compréhension des intentions des architectes et de leurs hésitations, et ce aussi pour des projets non réalisés, dont on peut pratiquement aujourd'hui calculer la structure et mesurer les effets d'ambiance qu'ils auraient proposés, qu'ils auraient permis. Je ne crois pas, ceci dit, que ces outils aient pour autant profondément transformé les problématiques au cœur de la recherche historique. Il est des artistes ou des écrivains qui s'essayent à l'histoire de leur pratique, et les architectes ne dérogent pas à cette posture, utilisant à leur façon le terme de recherche. Je le disais ce matin.
L'histoire opérative, c'est-à-dire celle qui entend informer directement la pratique, que l'incrédulité et la critique de Tafouri avaient un temps terrassé, n'a pas disparu. Je pense ici moins à quelqu'un comme Raphaël Moneo, capable d'une grande rigueur historiographique, dans le même temps qu'il conserve son point de vue d'architecte lorsqu'il analyse la mosquée de Cordoba, de Cordoue ou d'autres édifices de ce type. Je pense moins à Moneo qu'à Eisenman, qui, cible facile, incontestablement, qui tente de justifier avec ses analyses graphiques de Terragne ou de Le Corbusier l'hypothèse, analyse très savante, très graphiquement, l'hypothèse d'une architecture qui serait strictement autoréférentielle. L'année passée, et j'en termine par cette page d'actualité, a été marquée par l'infiltration de l'histoire dans une manifestation en général consacrée à l'actualité, la Biennale d'architecture de Venise. Les démarches historiques les plus diverses ont pu y être découvertes. De la grande fresque, je pense au Brésil, où elle était assez ennuyeuse, à la micro-histoire, pavillon de la Pologne, de la typologie comparative, celle des parlements proposés par l'Autriche, à la monographie la plus banale, le pavillon des Pays-Bas et Bakema. Beaucoup, sinon la quasi-totalité de ces projets, de ces pavillons, étaient fondés sur un travail historique utilisé, instrumentalisé, lu, bien ou mal. Mais plus que l'histoire pratiquée de façon rigoureuse seulement par une minorité de pavillons, c'est la timeline qui semble avoir été la forme dominante de représentation du changement et de la continuité. Ici, deux images du pavillon central de la Biennale, Fundamentals, réalisé par M. Koolhaas et ses disciples de Harvard avec quelques complices architectes. C'est donc la timeline qui semble avoir été cette forme dominante de représentation du temps. Cette présence d'un temps pensé indépendamment du principe de causalité me fait penser, Balzac a déjà été cité ce matin, j'y reviendrai curieusement, me fait penser à ce que Balzac écrivait dans La femme sans cœur, je cite, « Pour juger un homme, au moins faut-il être dans le secret de sa pensée, de ses malheurs, de ses émotions. Ne vouloir connaître de sa vie que les événements matériels, c'est faire de la chronologie, l'histoire des sots. » Donc, ce qui me pose problème dans cette biennale, et dans beaucoup de récits utilisant l'histoire, c'est le basculement vers la chronologie. Vu de manière plus positive, la Biennale de Venise a montré cependant que l'histoire était loin de rester une discipline universitaire détachée des considérations pratiques et que les travaux les plus rigoureux pouvaient trouver, ce fut le cas souvent, un écho public et un lectorat plus vaste. Il y a donc fort à parier que l'expansion quantitative que je signalais en commençant ne cesse pas et que les opérations de recoupement et de synthèse puissent enfin intervenir pour révéler l'ampleur des déplacements intervenus dans le champ. Merci.